Bonjour tout le monde, et maintenant pour la deuxième partie de la présentation sur Rousseau et l'imaginaire de la montagne. Après avoir situé Rousseau dans le discours sur la montagne et vérifié le peu de présence de la montagne dans les textes de Rousseau, nous allons maintenant étudier la présence de la montagne avant Rousseau et à la même époque que Rousseau, puis l'émergence du rousseauisme après Rousseau. Alors tout d'abord la montagne avant Rousseau et à la même époque que lui, Philippe Joutard a remarqué que dès 1444, Konrad Witz, dans un étrange télescopage entre Proche-Orient et Suisse, avait parfaitement placé les trois niveaux de montagne, le Salève, le Môle et le massif du Mont Blanc, devant le lac Léman. Joutard ajoutait que bien que ce tableau n'ait pas fait école et qu'il ait fallu attendre le début du XVIIIe siècle pour voir apparaître à nouveau le Mont Blanc dans une toile de Robert Gardel et puis aussi Pierre-Louis de la Rive, le célèbre Mont Blanc vu de Sallanches au coucher du soleil. La toile de Witz et celle de Pierre-Louis de la Rive sont toutes les deux au musée des Arts et Histoire de la ville de Genève. Donc, je reprends, Joutard ajoutait que bien que ce tableau de Witz n'ait pas fait école et qu'il ait fallu attendre le début du XVIIIe siècle pour voir apparaître à nouveau le Mont Blanc, ce tableau de Witz marquait, je cite, une date pour l'histoire de la représentation de la nature dans la peinture. Du côté littérature, Max Chanson, dans le roman de la montagne, a consacré un chapitre à Jacques Pelletier-du-Mans, qui avait dédié son poème La Savoie à la fille de François Ier, oui, de François Ier, c'est-à-dire en 1572. Et il ne s'agit pas d'un document anodin, mais d'un long poème de plus de 80 pages, parfois indigeste, comme le signale Chanson, mais qui renferme d'importantes descriptions versifiées sur la montagne et la vie savoyarde, et qui, pour l'époque, je cite, ont un accent moderne doublement remarquable par le rythme du vers soudain aéré par l'immensité du décor et par le décor lui-même si nouveau et alors tellement ignoré. Je vous propose un extrait de ce poème pour montrer que Max Chanson n'exagère pas. Ce que je vais lire, vous allez reconnaître, il s'agit de la description d'une avalanche, vous le comprendrez de vous-même. Voilà comment ça commence. Que dirons-nous de la neige qui tombe en un monceau tout le long de la combe, quand par les vents arrachés elle part, ou quand le chaud par-dessous la départ. Ainsi s'en vient la masse à la renverse, qui son lourd fait tout aval bouleverse. Non qu'au partir elle ait si grande dureté, mais en roulant de son poids à heurte, amasse en rond toujours neige récente, si tôt, si fort, de si longue descente, que du fracas qu'elle va par l'air donnant, de loin couider oïr le ciel tonnant. Bon, alors c'est du vieux français, bien entendu, mais je pense que c'est quand même assez compréhensible. Je continue. Cette lavanche au choir se vient ouvrir, aux heures des rocs et tout le val couvrir. Se fait remonte contre le mont opposite étendu, presque aussi haut qu'elle était descendue. Et si le son est hideux et horrible, le soufflement est bien aussi terrible, quand les tronçons des gros sapins branchus déracinés du seul vent en sont chus. On est, comme vous pouvez l'entendre, très loin du flou poétique de Rousseau, puisque vous avez certainement remarqué que Pelletier-du-Mans donne même une explication de type scientifique du phénomène de l'avalanche, le sol qui se réchauffe et qui provoque l'avalanche, le souffle de l'avalanche qui détruit les arbres, etc. Les descriptions que Pelletier-du-Mans fait des montagnes sont tout aussi spécifiques que ce phénomène de l'avalanche. Je cite une deuxième partie. Entre ces monts, on voit trois pointes. Pardon, je recommence. Entre ces monts, on voit trois droites pointes, d'une hauteur jusqu'aux nues jointes, que d'elles on dit, et de ces trois rochers semble de loin que ce soit trois clochers. Qu'on ne fût honque d'atteindre jusqu'au fait, tant est ardu et pointu leur test. Max Chanson se demande si ces trois droites pointes ne seraient pas les aiguilles d'Arves, et personnellement je crois qu'il n'a pas tort, la description est assez claire, et je pense que Jean-Pierre Noisillet serait tout à fait d'accord avec moi.
Alors oui, il est vrai que c'est au XVIIIe siècle que les choses s'accélèrent par rapport à l'imaginaire de la montagne, et ce, à partir de trois moments incontournables. Le poème d'Albrecht von Haller, dit Alpen, comme je l'ai dit, publié en 1732. Deuxièmement, la visite au glaciaire de Chamonix, le 21 juin 1741 par les Britanniques William Wyndham et Richard Pocock. Petite parenthèse, on a vu au début Rousseau en costume d'Arménien et de nombreuses hypothèses ont été émises à ce sujet, mais moi personnellement je me demande si Rousseau n'imitait pas Pocock, qui en vêtements arabes s'était fait passer pour un potentat oriental devant les yeux ébahis des habitants de Sallanches en 1741. Je referme la parenthèse. Le troisième moment est le voyage, bien entendu, d'Horace Bénédicte de Saussure à Chamonix en 1760. Une herborisation pour le compte de nul autre qu'Albrecht Haller, l'auteur du poème Die Alpen. Mais le moment essentiel de ce voyage fut la promesse de récompense qu'il fit placarder dans toute la vallée, récompense à celui qui trouverait une voie menant au sommet du Mont Blanc, puis qui l'y emmènerait lui pour qu'il puisse y faire ses expériences sur la pression barométrique, la couleur du ciel, les effets de l'altitude, etc. 1760 donc. Arrêtons-nous un instant sur cette date clé et ses deux protagonistes, Rousseau et Saussure. En effet, parallèlement à l'écriture de La Nouvelle Héloïse, publiée en 1761, Saussure se prépare lui aussi à écrire une nouvelle page de l'histoire de la montagne, mais d'un autre ordre, en fait en sens inverse. Saussure a 28 ans de moins que Rousseau, Saussure est né en 1740, il y a donc plus d'une génération de différence entre ces deux hommes et ceci explique sans doute en partie leur attitude différente par rapport à la haute montagne. Mais de manière plus essentielle, d'un côté Rousseau est tout entier tourné vers le passé. La Nouvelle Héloïse traite de lettres échangées par deux jeunes amants, auxquels fera suite la nostalgie des confessions, puis des rêveries d'un promeneur solitaire, alors que Saussure est entièrement tourné vers l'avenir et les avancées scientifiques qu'il promet. Il est donc intéressant de remarquer que 1760 marque le début de deux tendances, deux mouvements contradictoires mais néanmoins complémentaires, puisqu'ils vont tous deux informer toute la suite de l'imaginaire de la montagne. D'un côté, le mouvement vers l'avant, scientifique, de type avenir radieux, personnifié par Saussure, de l'autre, le mouvement vers le passé, nostalgique, de type paradis perdu, personnifié par Rousseau. Voyons donc voir maintenant la montagne après Rousseau et puis le rousseauisme. Alors c'est l'imaginaire en mouvement, en évolution, qui suit l'évolution des techniques de montagne, des techniques d'apprivoisement de la montagne et de l'évolution de la société aussi. On sait qu'il fallut attendre 26 ans, le 8 août 1786, avant que Balmat et Paccard n'atteignent le sommet du Mont Blanc, et que Saussure dut attendre un an de plus, le 3 août 1787, pour enfin réaliser son rêve. Comme le rappelle Philippe Joutard, l'ascension du Mont Blanc est à la fois un aboutissement et un point de départ. Aboutissement de la quête de Saussure et point de départ parce que cette ascension introduit la haute montagne dans la conscience européenne et, je cite, inaugure le temps où les Alpes deviennent le terrain de jeu de l'Europe, pour reprendre le titre célèbre de l'anglais Leslie Stephen. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec cet imaginaire positif de la montagne et l'on sait ce que Chateaubriand a pensé de la vallée de Chamonix lors de son voyage dans les Alpes et des montagnes en général dont il parle dans ses mémoires d'outre-tombe. Mais Chateaubriand est quand même allé marcher sur la mer de glace et il en a rapporté la description suivante. La surface qui vous en paraissait unie du haut du Mont-en-Vert offre une multitude de pointes et d'anfractuosités. Les pointes de glace imitent les formes et les déchirures de la haute enceinte de roc qui surplombe de toutes parts. C'est comme le relief en marbre blanc des montagnes environnantes. Et c'est cette identité du micro et du macro qui est représentée dans cet étrange tableau de Samuel Biermann.
Donc on voit les pointes du glacier, de la mer de glace, et on voit qui font écho aux pointes de la Verte. Alors bien entendu, le côté effilé de la Verte, des drues, des flammes de pierre est tout à fait exagéré. Nous y reviendrons tout de suite, mais d'abord une petite parenthèse. Le côté le plus sauvage de la montagne représenté dans le tableau de Biermann n'a toutefois pas effrayé tout le monde, puisque même les femmes ont voulu se lancer à la conquête du Mont Blanc, et ce dès 1828, et on sait qu'Henriette d'Angeville y est parvenue par ses propres moyens, contrairement à Marie Paradis. Alors ici, le titre du livre chez Guérin, Dame du Mont Blanc, mais on sait que Henriette d'Angeville est connue beaucoup plus souvent, beaucoup mieux sous le nom de petite fiancée du Mont Blanc. Et ici, on voit qu'on est très loin de la Julie de la nouvelle Héloïse. Bien entendu, on est dans une toute autre dimension de l'imaginaire de la montagne. Cette fascination du pointu qu'on trouvait il y a quelques instants chez Chateaubriand et le tableau de Biermann, eh bien, on la trouve bien entendu de manière plus moderne, plus contemporaine chez Pierre Chapoutot, danseur nietzschéen, ici en équilibre imaginaire sur une des pointes de la Meije. Si je ne me trompe pas, c'est même le doigt de Dieu, rien que ça. Petite parenthèse, on sait que la Meije a résisté aux alpinistes jusqu'en 1877, ce qui en fait le dernier grand sommet des Alpes à être gravi, et c'est pour ça qu'elle est mythique à plus d'un point. La montagne, c'est pointu, donc dangereux. Et l'on sait qu'après la première ascension du Mont Blanc, d'autres événements ont pris le relais dans l'imaginaire de la montagne. Ces événements sont de deux ordres. Tout d'abord, l'ordre héroïque, l'ordre de l'exploit, des conquérants de la montagne, qui deviendront conquérants de l'inutile en 1950 avec la sortie du livre de Rebuffa. Et puis l'ordre tragique, celui des accidents, des avalanches, qui fait souvent la une des médias. Donc ces deux tendances, héroïques et tragiques, ont trouvé leur cristallisation. On peut parler de moments iconiques même, le 14 juillet 1865, avec la première du Cervin par l'équipe d'Édouard Wimper, et la chute des trois alpinistes. Alors la chute de ces trois alpinistes dans la face nord à la descente, ici représentée par le tableau, et non pas la gravure, mais le tableau de Gustave Doré, dans cette ambiance vraiment où le sublime règne, le côté imaginaire, beauté tragique du sublime. Côté iconique, moment iconique, le 14 juillet 1865. On peut parler aussi de moments iconiques avec l'ascension de l'Annapurna en 1950, la réussite et la tragédie, comme on le sait, qui suit. Et puis, plus récemment, on sait que, enfin pas plus récemment par rapport à la date, mais on sait que c'est toujours la disparition de Mallory et Irvine à l'Everest en 1924. C'est cette disparition qui hante encore l'imaginaire montagnard, donc le mélange de héroïque tragique. D'un point de vue littéraire, c'est la parution de Premier de Cordée de Roger Frison-Roche en 1941, et puis l'Annapurna premier 8000 de Maurice Herzog en 1950, qui ont durablement marqué la période de l'après-guerre. Mais bien entendu, de nos jours, c'est plutôt l'italien Reinhold Messner et les Himalayas sur lesquels repose l'imaginaire de la montagne. Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, n'est plus cité par personne dans le milieu montagnard, et ce, depuis fort longtemps. Après avoir établi ce parallèle entre la vision divergente ou les visions divergentes de Rousseau et de Saussure par rapport à la montagne, parallèle centré sur l'année 1760, comme je le rappelle, il est extrêmement surprenant de lire ce qui suit sous la plume du sociologue Jean-Paul Bauzonnet en 2002. Il dit « Enfin Rousseau vint ». Cette exclamation, bien entendu, fait partie d'un contexte que je ne citerai pas, mais en s'inspirant des naturalistes suisses, principalement de Haller, l'auteur de la Nouvelle Héloïse, selon Bauzonnet, serait à l'origine d'une manière totalement nouvelle de voir les Alpes. À mon avis, c'est un petit peu exagéré.
Dans un ouvrage précédent, Des monts et des mythes, paru en 1992, donc 10 ans auparavant cette exclamation «Enfin Rousseau vint», Bauzonnet faisait preuve de beaucoup plus de mesure et de justesse, à mon avis. En effet, s'il y mentionnait quelquefois le nom de Rousseau, il insistait surtout sur la notion de rousseauisme, qui, à notre avis, est beaucoup plus convaincante. Voilà comment Bauzonnet décrit cette notion. Je cite, « Le rousseauisme est une réaction de rejet de la civilisation. Celle-ci est vécue comme un présent dégradé, chargé de tous les maux accumulés au cours de l'histoire, tandis que le passé, où la nature n'avait pas encore été avilie, est idéalisé. De là naît le désir de retour au sauvage, à l'inexploré, à la pureté des origines, à l'état de nature en somme. » Fin de citation. Bauzonnet, quelques lignes plus loin, ajoute ensuite ceci. Le discours rousseauiste remet au goût du jour une antique pratique de retour aux sources. Il idéalise la nature, magnifiant les lacs, les sources, les cascades et la moyenne montagne en général, mais il exalte surtout les habitants. Rousseau fera du Valaisan un parangon du montagnard et une incarnation historique du bon sauvage. Alors, mettant en parallèle Rousseau-rousseauisme, la question que l'on peut se poser serait de savoir s'il peut y avoir rousseauisme sans Jean-Jacques Rousseau. Et la réponse, bien évidemment, est négative, mais c'est une question intéressante au vu du peu de montagnes représentées chez Rousseau, et par contre qui apparaît dans le discours rousseauiste de manière beaucoup plus claire par la suite. Donc, en conclusion, nous identifierons quelques pistes pour voir comment on passe de Rousseau au rousseauisme. Jean Lacroix, dans son article « L'évolution du sentiment de la montagne dans la littérature des Lumières au romantisme » et qui est inclus dans ce livre « La haute montagne, vision et représentation », Jean Lacroix donc a identifié sommairement, comme il le dit, 3 visages de la découverte de la montagne qui se dessinent entre 1750 et 1850. Numéro 1, une montagne de type beaucoup plus métaphorique que réel, repérable surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Deuxièmement, une montagne du dialogue, décelable dans toutes les dernières décennies du XVIIIe, en pleine période révolutionnaire. Et, troisièmement, enfin, une montagne révélée, dévoilée, qui devient peu à peu, à elle seule, une véritable institution narrative à partir des années 30 du XIXe siècle. Il est clair que Rousseau participe entièrement de la première période, celle de la montagne de type métaphorique, mais qu'il a participé à sa manière au passage, à la charnière, entre les monts affreux et les monts sublimes, selon l'appellation célèbre de Claire-Éliane Angèle, si ce n'est que par la popularisation des paysages suisses à travers l'Europe, c'est-à-dire en Angleterre, en France, etc., etc. Daniel Mornay, lui, a écrit que la révélation de la montagne achève la révélation de la nature. C'est certainement vrai, mais cela ne se passe pas directement par les textes de Jean-Jacques Rousseau, comme nous l'avons vu. Plutôt que d'une révélation de la montagne, il faudrait parler d'une construction, d'une invention de la montagne, pour reprendre le titre « L'invention du Mont Blanc » de Philippe Joutard. Donc, construction de la montagne à laquelle Rousseau a ajouté sa pierre en se faisant l'écho de tendances et de sentiments déjà existants en Suisse en particulier. Des auteurs de la fin du XVIIIe et de tout le XIXe siècle se sont ensuite fait l'écho des propos de Rousseau, enrichissant la notion de rousseauisme telle qu'on la comprend de nos jours. Dans ce contexte, Paul Audy fait une parenthèse dans son article « Marcher et rêver », article du Nouvel Observateur dont j'ai montré la couverture dans la première partie. Donc Paul Audy fait une parenthèse pour faire une mise au point qu'il juge importante. Prenant le contre-pied total du « chacun le sait » de Jean Terrasse que nous avons cité au début de notre exposé, Paul Audy insiste. Il ne faut pas cesser de dire que la postérité romantique de Rousseau repose sur un contresens total, que les rêveries d'un Saint-Nancourt ou d'un Chateaubriand n'ont rien à voir avec celles de Jean-Jacques, et ce, pour les raisons de flou poétique mentionnées par Pierre Richard et Michel Ballerini, comme nous l'avons vu.
Nous laisserons aux spécialistes de Sénancourt et de Chateaubriand de débattre sur ce point, mais nous serons quand même nettement moins catégoriques que Paul en Audi, en prenant deux autres auteurs à témoin, des auteurs du XIXe siècle, qui ne mentionnent ni l'un ni l'autre, Jean-Jacques Rousseau. Mais comme le dit Daniel Mornay, lors même que le nom de Rousseau n'est pas là, cet auteur semble inséparable du sentiment de la montagne. Par exemple, chez Jules Michelet, qui applique la sociabilité des habitants du Valais à la flore des Alpes, thème du Salon 2012 de Passy. C'est là où on rejoint un petit peu le thème du Salon. Dans ce paragraphe, précurseur de la notion moderne d'écosystème également. Aimable monde de mutualité, d'hospitalité fraternelle. Sous les mousses, les herbes, les plantes et les buissons ont un même esprit circule de sociabilité facile, de tolérance et de douceur. De la prairie à la forêt, de la forêt à la montagne, on le respire, on monte dans la paix vers un monde serein, moins riche en apparence, mais où l'on trouvera des puissances inconnues de vie. Donc là, on voit très bien le passage de la sociabilité valaisanne des paysans du Valais qu'on a chez Rousseau, passage à la flore, la flore alpine, et on a des échos de Rousseau, bien qu'il ne soit pas directement, bien entendu, collé sur le texte de Rousseau. Tel autre auteur de la fin du XIXe siècle, et là je vous propose un petit blind test, comme on dit en bon franglais, ou un test à l'aveugle, comme on dit au Canada français chez nous. Qui a écrit ce texte ? On pourrait croire que c'est Jean-Jacques Rousseau, mais ce n'est pas le cas. J'étais triste, abattu, las de la vie, la destinée avait été dure pour moi, elle m'avait enlevé des êtres qui m'étaient chers, ruiné mes projets, mis à néant mes espérances. Des hommes que j'appelais mes amis s'étaient retournés contre moi en me voyant assailli par le malheur. L'humanité tout entière, avec ses intérêts en lutte et ses passions déchaînées, m'avait paru hideuse. Je voulais à tout prix m'échapper, soit pour mourir, soit pour retrouver dans la solitude ma force et le calme de mon esprit. Alors, les échos rousseauistes, les échos de Jean-Jacques Rousseau sont tout à fait évidents dans le thème, mais bien entendu, l'expression poétique est nettement moins floue. Ici, elle est abrupte, elle est même très réaliste. Pourtant, on entend Jean-Jacques Rousseau derrière. La suite de cet extrait. Sans trop savoir où me conduisaient mes pas, j'étais sorti de la ville bruyante et je me dirigeais vers les grandes montagnes dont je voyais le profil denteler le bout de l'horizon. Je marchais devant moi, suivant les chemins de traverse et m'arrêtant le soir dans les auberges écartées. Le son d'une voix humaine, le bruit d'un pas me faisait frissonner, mais quand je cheminais solitaire, j'écoutais avec un plaisir mélancolique le chant des oiseaux, le murmure de la rivière et les 1000 rumeurs échappées des grands buis. Quel est donc ce solitaire, cet asocial, mélancolique? Chez qui on pourrait croire retrouver Jean-Jacques Rousseau? On le retrouve, effectivement, il n'est pas cité dans le livre, nulle part, mais il est là en toile de fond. Eh bien, la réponse, c'est Histoire d'une montagne, d'Élisée Reclus, qui a été publié dans la fin des années 80, 1880, début des années 80. Élisée Reclus est exilé en Suisse en 1871. On sait qu'il était anarchiste, il avait eu des problèmes politiques, donc exil en Suisse en 1871, à l'époque à laquelle il commence la rédaction d'Histoire d'une montagne. 1874, sa deuxième femme décède. 1875, il se remarie avec sa troisième femme et il s'installe à Clarens, en Suisse, jusqu'en 1891. Clarens, bien entendu, lieu hautement mythique, hautement littéraire, puisque c'est un des endroits de la Nouvelle-Héloïse, un des lieux chers à Saint-Preux dans la Nouvelle-Héloïse.
Donc jusqu'à la fin du 19e siècle, 1880, c'est-à-dire 120 ans plus tard, l'influence de Rousseau commence vraiment à se faire sentir. L'idée de rousseauisme tel qu'on le connaît de nos jours apparaît vraiment de manière très très claire chez Lisée Reclus. Donc géographe, mais aussi anarchiste, et puis qui a eu une grande influence sur Alexandra David Néel, qui, comme chacun le sait, a joué un rôle immense dans la popularisation du Tibet et de l'Himalaya, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors je vous remercie de votre écoute et je vous propose pour terminer quelques pages de référence. Vous pouvez cliquer sur le bouton pause pour prendre en note si vous voulez. Voilà, encore une fois, merci de votre écoute et de votre intérêt. À bientôt.